Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. En route pour un podcast au Climate House par rapport au podcast Ma Solo. Collaborateurs, futurs collaborateurs et tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier épisode de Ma Solo. Ce dernier épisode d'une longue série d'épisodes. Enfin, il y en a eu 6, mais c'était assez costaud. Et aujourd'hui, en fait, je vous ai invité ici dans cet événement qui s'appelle, dans celui qui s'appelle le Climate House, parce que c'est un lieu qui représente beaucoup les valeurs que je porte au quotidien, aussi bien sur mon association La Mode Européenne, dont Christelle en a parlé un petit peu, mais aussi mais aussi par rapport au podcast Ma Solo. Donc je ne sais pas si vous étiez déjà venu ici, mais c'est un lieu qui est engagé et qui rassemble beaucoup de porteurs de projets autour de ces questions environnementales, de ces questions sociales. Et vous devez vous demander, mais pourquoi Ma Solo? Pour ceux qui me connaissent, pourquoi aussi j'ai voulu justement mettre en avant un podcast à côté de mon association La Mode Européenne? Parce que je me suis dit que la mode, c'est souvent synonyme de podium, c'est souvent synonyme de strass et paillettes et autres. Mais en fait, moi, je pense que la mode, elle a aussi comme volonté de vouloir changer les mentalités. C'est aussi le reflet de notre société. Et ça nous permet justement ça laisse passer des messages aussi. Et on peut aller plus loin que juste des beaux vêtements. Et c'est aussi une industrie avec de l'impact. Un impact qui peut être fort, positif comme négatif, sur plusieurs points. Le plan humain, le plan économique et environnemental. Et en fait, avec justement toutes les lois européennes qui repartent en arrière depuis que Trump est arrivé. Donc alors ta question c'était... C'était pourquoi c'est encore important aujourd'hui d'en parler, pourquoi il ne faut pas vraiment qu'on arrête, quoi. Il faut continuer. En effet, justement parce que ça a été vraiment moi j'ai vu le début de la RSE où c'était vraiment, on va dire, un peu l'angoisse et le petit département qui était caché au rez-de-chaussée derrière la qualité. Ensuite, la RSE est devenue un peu à la mode et le département où tout le monde voulait aller, il y a eu des créations de postes de chef de projet RSE dans tous les sens et de toutes les couleurs et formes. Et là, depuis 1 an et demi environ, enfin depuis 1 an surtout, depuis Omnibus, la RSE était devenue un enjeu phare et aujourd'hui est en train de reculer. Parce que ce que les dirigeants finalement ont entendu, c'est finalement, regardez, il suffit qu'il y ait Trump qui arrive au pouvoir, ça y est, toutes les lois européennes qui allaient nous mettre un peu la rate au courbouillon et nous forcer à aller vite, finalement, elles sautent en 2 secondes, quoi. Et donc c'est là où il faut encore plus qu'on parle de RSE, encore plus qu'on continue à montrer que c'est quelque chose, c'est un sujet d'actualité, mais aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir l'impact du changement climatique et aujourd'hui, le premier exemple, c'est cet été, quoi. On est tous crevés de chaud, hein, où qu'on soit. Donc je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut encore plus tenir et ne pas lâcher aujourd'hui. C'est un sujet qui est en train de passer un peu de mode pour le moment, mais ça va revenir, parce que c'est un sujet d'actualité qui est trop important pour tous. Premium, on va dire ça comme ça, vraiment luxe, et je voulais donc la fabriquer en France. Donc pour ça, j'ai créé donc ma marque, elle s'appelait N-Touch, et mon atelier de fabrication s'appelait La Fabrique Parisienne. Et j'ai réalisé que lorsqu'on fait sa marque par soi-même, fabriquée en France, tu peux quand même gagner de l'argent. Et c'est là que j'ai réalisé aussi que finalement, lorsqu'il y a du made in, justement, Bangladesh, India ou n'importe quel autre pays, c'est juste parce que c'est des gros fonds d'investissement qui essayent de mettre... plus tu t'engages dans du gros, plus tu essayes de gagner. Donc c'est pour ça que tu exportes la fabrication. Donc lorsque j'ai fait cette marque-là, j'ai appelé Baptiste,
Baptiste qui m'a beaucoup aidé à organiser les pop-up stores, à rencontrer parfois quelques designers, en sachant qu'on avait fait des pop-up stores un peu partout, quoi. À Londres, à New York, j'avais des magasins à New York, à Beijing aussi, et à Paris. Et tout était fabriqué à Paris, à Porte d'Aubervilliers exactement, parce que j'ai grandi à Aubervilliers. Donc c'était à Porte d'Aubervilliers que j'ai fait mon atelier. Et tout ce qui était fabriqué dans mon atelier, j'essaie de le vendre dans le monde entier. C'était ça mon concept, on va dire ça comme ça. J'ai arrêté au Covid. Durant le Covid, j'ai arrêté. Et il y a eu un problème de management de l'atelier, là. Voilà, la chef d'atelier. Parce que le Covid avait commencé en Chine. Et vu que j'avais formé 5 Chinoises à ma collection pendant 1 an avant d'ouvrir mon atelier, et ben, elles ont eu peur d'aller au travail dans les premiers mois, là, quand il y a eu le Covid. Et après, il y a eu des problèmes. J'en ai eu marre. Non, mais en fait, juste pourquoi je t'ai fait venir, et parce qu'en fait, tu as prouvé que justement, quand on fait du Made in France, c'est possible d'avoir un business rentable. Et au niveau des marges, en fait, elles étaient bonnes, et pourtant, tu étais sur des prix qui étaient totalement cohérents et accessibles. Donc, on était sur des prix haut de gamme, mais on s'envolait pas. Et je me rappelle dans les pop-up stores, il y avait beaucoup de monde, et surtout sur les prix, on n'a jamais eu de mauvais retour. Donc ça prouve qu'on peut faire du Made in France à prix totalement abordable pour tous les Français, et surtout miser sur une qualité qui était vraiment excellente pour le coup. Donc bravo pour ce projet. J'ai hâte que tu le relances. Il y a pas